Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette table ronde sur le Silver Habitat, technologie, acceptabilité sociale et maintien à domicile. Je vous présente les intervenants. Vincent Meyer, sociologue, professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, Université Côte d'Azur. Claire Letertre, chef de projet recherche chez Leroy Merlin. James Nicolai, cofondateur de la start-up Nodeus Solutions. Teresa Colombi, directrice générale de Ludotique, et Benjamin Serror, directeur général de la Fondation Université Côte d'Azur. Alors, cette table ronde a pour objectif de mettre en lumière les initiatives mises en place par l'université pour répondre aux défis liés au vieillissement de la population et promouvoir le bien vieillir à domicile. C'est ici, sur notre territoire, qu'Université Côte d'Azur, via son institut d'innovation et de partenariat, l'IMRED et sa fondation, a décidé de lancer la chaire partenariale intitulée User Experiences for Smart Life Home and Mobility, que j'ai le plaisir de coordonner. Cette chaire, appelée également chaire UX, est en pratique un consortium d'entreprises, start-up, PME, grands groupes et de laboratoires de recherche qui visent à concevoir l'habitat de demain. Les membres de la chaire sont donc des industriels, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des académiques, des médecins, des architectes, des sociologues, des profils variés et complémentaires qui travaillent ensemble pour innover afin que nous puissions rester et être bien chez nous tout au long de notre vie. Or, les intervenants de cette table ronde sont certains des membres partenaires de la chaire UX. Mais pourquoi UX ? Alors, je voudrais que dans cette table ronde, on soit concret. Et donc, nous allons commencer avec Teresa Colombi. Teresa, Ludotique est une agence d'UX Design. C'est donc votre domaine d'expertise. Qu'est-ce que l'UX et pourquoi l'UX est si important ? Alors, merci Roberta. Effectivement, UX, ça veut dire juste expérience utilisateur. Donc, c'est un terme qui est très à la mode depuis quelques années, mais la problématique est bien plus ancienne. Il s'agit de mettre l'utilisateur au cœur des dispositifs, qu'il s'agisse de dispositifs physiques ou digitaux d'ailleurs, et concevoir des solutions autour des problématiques de ces usagers, d'un point de vue justement physique, cognitif, social, sociétal, etc., en prenant en compte leurs habitudes, leurs nécessités, leurs souhaits, leurs préférences, leurs compétences, etc., pour éviter de faire du techno-push, pour éviter de faire de la technologie juste pour faire de la technologie et de l'innovation qui au final est un peu hors sol et qui finit par ne pas répondre aux vrais besoins du marché et des usagers. Donc les seniors, entre autres, font partie des usagers qu'on peut toucher ou avec lesquels on peut travailler dans le cadre de notre boulot de UX designer. Donc, juste pour que peut-être beaucoup de monde connaisse ce qu'est l'UX, mais pour que ce soit bien clair, l'UX en 5 mots. Alors, l'UX en 5 mots. Concevoir des solutions digitales centrées utilisateurs. Merci Teresa. Alors, la chaire UX vise à concevoir l'habitat de demain. Dans cet habitat de demain, l'axe santé est prépondérant. Le logement doit prendre soin de la santé et de la sécurité de ses habitants. Pour nous, de la chaire, l'habitat de demain est un habitat qui fait de la prévention une priorité essentielle, qui favorise le maintien à domicile et s'appuie sur des solutions acceptées par tous. Alors, James Nicolai, votre startup, Nodeus Solutions, a développé une solution qui s'appelle Cocoonia, un dispositif numérique non intrusif destiné à la prévention de la perte d'autonomie et au repérage précoce du déclin cognitif chez les personnes âgées. Tout d'abord, de quoi s'agit-il exactement ? Pouvez-vous décrire le dispositif ? Merci Roberta. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner la chance de partager notre expérience. Donc Cocoon, c'est une box avec quelques capteurs. Il y en a beaucoup dans la salle, mais certains utilisent des caméras, d'autres des micros, d'autres des pendentifs ou des patchs. Voilà, Cocoon, c'est le respect de l'intimité et il n'y a rien à porter. Mais c'est pas tout. De faire un système domotique non intrusif dans un bureau avec des ingénieurs qui développent de l'IA, des applications mobiles pour les aidants. Mais combien d'entre nous l'ont vraiment testé sur le terrain, c'est-à-dire avec les gens,
Donc en fait, nous, chez Nodeus, on a passé plus de temps avec les gens qu'au bureau à coder. Parce que, en fait, dans votre dispositif, c'est une box avec des capteurs de mouvement, de présence, un capteur pour l'ouverture du frigo, un capteur de pression pour détecter la présence sur le lit ou sur le canapé, c'est ça. Et en fait, vous avez mené une expérimentation auprès de 37 bénéficiaires âgés de 67 à 98 ans, vivant seuls à domicile ou en résidence autonomie. Et en collaboration avec l'IMRED et l'Université Côte d'Azur, vous avez réalisé une étude sociologique pour évaluer l'acceptabilité sociale de votre dispositif. Pouvez-vous donc nous parler de cette expérimentation en milieu réel et des résultats de l'étude d'acceptabilité sociale? Oui, eh bien 2 ans de travail. Et on a eu la chance avec l'Université de Nice, et chapeauté par professeur Meyer, d'avoir un étudiant, un master de Antoine Sabot. Pendant plus de 5 mois, il est venu avec nous, il s'est déplacé chez les gens, il a accompagné Emmanuel, qui est en charge de l'innovation sociale. Hello Emmanuel. Il a accompagné Benjamin, notre data scientist qui s'occupe aussi de la maintenance. Et Antoine, suivant sa grille et les préceptes du professeur Meyer en sociologie, il a noté, il a enregistré et il a fait une grille d'évaluation. Et on a aujourd'hui un rapport sur l'acceptabilité sociale. On parle de capteurs, on parle d'innovation, mais chez les gens, est-ce que c'est vraiment acceptable? Du coup, qu'est-ce que donnent les résultats? Qu'est-ce que disent les résultats de cette étude? Suspense, vous voulez savoir le résultat. Donc, eh bien, nous avons fait un sondage, un questionnaire, et il se trouve que 67%, un peu plus, des gens, aujourd'hui, seraient prêts à payer une location et accepteraient ce système fait de capteurs non portés. En revanche, il y a 33% de personnes qui comprennent toujours pas qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, il n'y a pas Big Brother, et ils pensent à la chute, alors qu'on fait vraiment de la prévention et la détection précoce. 100% des bénéficiaires ont gardé le système, ils n'ont pas voulu l'enlever. Et enfin, 100% d'entre eux sont contents d'avoir des relations humaines, en fait. Et ils sont contents d'avoir des relations avec les équipes, soit par téléphone, soit au cours des visites. Donc on est vraiment sur la bonne voie, mais aujourd'hui, il faut qu'on enchaîne, qu'on crante, et qu'on passe du POC, de l'expérimentation, au déploiement. Mais qui aura assez de courage pour prendre la décision et nous accompagner? On verra. Ok. Donc, en pratique, qu'est-ce que vous pensez faire par la suite? Tout de suite, donc dans la continuation de cette première expérimentation en milieu réel. Alors cette expérimentation, c'est le fruit de plus de 6 ans de boulot. Un brevet, des modèles d'IA développés sur tous les piliers de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous cherchons un industriel, un investisseur ou alors un partenaire qui nous permette de passer à l'échelle et de tester le déploiement avec un test de lancement commercial. Donc, appel aux amateurs. Okay. Et comment vous faites, donc, quand il y a toutes ces données qui sont récupérées, pour les visualiser au niveau de votre tableau de bord? Vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire là-dessus? Ah voilà, on a testé l'électronique, on a développé l'IA, l'acceptabilité elle est bonne, mais là, on a besoin de vous, parce qu'il manque le haut de l'iceberg, c'est-à-dire les tableaux de bord ou l'application mobile. Il faut qu'on le développe avec les gens, surtout avec les gens, les aidants, la famille, les professionnels. Et voilà, maintenant qu'on sait faire tout cela, on n'a pas pris le chemin à l'envers, faire une appli et des capteurs. On est parti du terrain. Mais là, on peut se voir après. Donc, en pratique, ce dispositif, il permet donc de suivre les habitudes de vie des gens et de générer une alerte s'il y a une déviation par rapport à un comportement standard. Ok, donc concrètement, en fait, comment toutes ces informations, parce que donc il y a beaucoup de capteurs, il y a des capteurs, donc il y a des données qui remontent, mais concrètement, comment ces informations sont-elles reçues et comprises par les personnes concernées? Et de façon générale, du moment que dans un logement, il y a des objets connectés, comment les habitants et les utilisateurs finaux peuvent-ils dialoguer avec un logement connecté, voire hyperconnecté, et vice-versa, comment le logement peut communiquer avec ses habitants? Donc là, on revient à la notion de interface homme-machine ou IHM, et cette interface que vous avez sur vos portables, sur vos tablettes, et qui permet donc ce dialogue. Alors, Teresa Colombi,
c'est précisément votre cœur de métier. Alors, j'aime beaucoup votre leitmotiv que je répète toujours. Chez Ludotique, ils disent qu'une IHM, c'est comme une blague. S'il faut l'expliquer, c'est qu'elle n'est pas bonne. Alors, qu'est-ce que c'est une bonne IHM et comment la créer? Alors, une bonne IHM, c'est une IHM qu'on oublie. C'est une IHM qui nous permet de nous concentrer sur les objectifs que l'on a à réaliser, une tâche quelconque, une tâche dans la vie familiale, une tâche de travail, une tâche de loisir, et non pas sur les moyens à notre disposition pour atteindre notre objectif. Quand j'étais jeune, à l'époque en Italie, j'avais étudié ça dans un bouquin qui utilisait la métaphore d'une paire de lunettes. Une bonne paire de lunettes, elle sert l'objectif pour lequel elle est là. Si on l'enlève, on ne voit plus rien. Néanmoins, on ne passe pas la journée à se dire « j'ai des lunettes sur le nez ». Je suis en train de conduire, je suis en train de parler, je suis en train de lire un journal et pas de me concentrer sur les moyens à ma disposition. Pourtant, ils sont bien là et ils sont à ma vue. Ils ne sont pas tombés du ciel par miracle, adaptés à mes problématiques visuelles. Mais une bonne IHM, elle est comme ça. On s'en sert et on l'oublie. On se concentre sur ce qu'on veut faire avec, produire, s'amuser, lire, conduire, peu importe, et non pas sur les boutons, les informations, la data vise ou tout autre élément de l'interface elle-même. Donc notre travail, c'est faire en sorte que justement l'interaction aux machines soit la plus fluide possible, pour qu'on puisse oublier les boutons, les informations, les textes, etc., et que ce soit une interface adaptée à tout profil utilisateur, parce que les problématiques d'une personne âgée ne sont pas les mêmes que celles d'une personne en situation de handicap, qui ne sont pas les mêmes d'un jeune actif, qui ne sont pas les mêmes d'un étranger, qui ne sont pas les mêmes, etc., etc. Donc il faut penser à plein de cas de figure, à plein de complexités humaines. À la base, on vient de la psychologie. Moi, je suis psychologue cogniticienne. Donc, en venant de la psychologie, on peut appréhender la complexité humaine et en tenir compte du moment où on déploie un service, d'autant plus un service novateur qui, du coup, ne nous permet pas de nous appuyer sur ce qu'on connaît déjà, ce qu'on a déjà vu, ce qu'on a déjà utilisé par ailleurs. Donc on est vraiment au cœur de la problématique de l'acceptabilité qui passe aussi par l'interface. Bien sûr, il y a l'utilité perçue du produit ou du service, ça c'est évident, mais après l'utilité perçue, il y a comment je vais m'en servir, comment je l'approche, la notion d'affordance qu'on utilise beaucoup, comment j'approche cet objet et cette interface et cette interaction et comment je vais m'en servir concrètement. Donc nos compétences nous permettent d'accompagner toutes sortes d'industriels dans le milieu de la silver economy, mais même dans le milieu de l'industrie 4.0, voire 5.0, pour faire en sorte qu'un utilisateur, un opérateur, un usager, une personne âgée, peu importe, avec ses spécificités, arrive à se servir correctement d'un outil et qu'il puisse faire ce qu'il veut faire avec. Okay. Et donc, pour concevoir cette IHM, que ce soit intuitive, simple, facile d'accès, en pratique, comment vous faites pour concevoir ce service numérique réellement adapté au profil, aux besoins et aux capacités de chaque utilisateur? En travaillant beaucoup sur le terrain, c'est la base de notre métier, c'est le terrain. Moi, j'ai la chance de faire un métier qui me met en contact avec des personnes âgées, donc dans les EHPAD. J'ai été évidemment dans plein de milieux hospitaliers. J'ai été à bord de sous-marins nucléaires d'attaque. J'ai été dans des centrales nucléaires ultra sécurisées de type Tricastin. J'ai tout vu. Donc pour comprendre comment un utilisateur fonctionne, il faut le voir en action, dans son contexte, en termes de bruit, en termes de tâches, en termes de dangerosité, en termes d'urgence, en termes de tout ce que vous voulez. Donc une fois qu'on est dans ce contexte-là, notre métier, c'est entrer en empathie avec l'utilisateur et identifier tous les axes nécessaires à prendre en compte dans le projet. Ça peut être ses compétences métiers, ça peut être le fait que la tâche nécessite une certaine vitesse, ça peut être le fait qu'il faut maîtriser une procédure très particulière qu'il ne connaît pas forcément par cœur, ça peut être plein de choses. Une fois qu'on a toutes ces informations-là, on peut mettre en œuvre un service qui tienne compte de cette complexité humaine de manière intelligente et si possible auto-adaptative. Le futur de ce qu'on fait beaucoup avec l'université d'ailleurs, parce qu'on vient de l'université et on collabore beaucoup avec l'université, c'est de faire en sorte que les services et les produits se auto-adaptent à l'utilisateur. C'est même pas à l'utilisateur de demander une information, un service, une donnée. C'est le système qui automatiquement, sur la base de capteurs, entre autres, est capable de dire, tiens, la personne elle est dans tel contexte, elle est en train de faire telle chose, voilà ce qu'il faut que je lui propose pour être proactif en fait, pour lui faire gagner du temps, lui faire gagner en confort, lui faire gagner en sécurité, etc. Ok. Dans le cadre de la chaire,
Donc, vous travaillez sur différents projets, notamment dans le domaine de la Silver Economy. Et donc, l'IMRED, de l'Université Côte d'Azur et donc l'IMRED ont un Living Lab qui est mis à disposition de la chaire. Du coup, vous avez fait des expérimentations là-bas. Pouvez-vous nous en raconter? Alors, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas raconter parce qu'elles sont légèrement confidentielles. Hein. On a fait des études et des publications qui ne peuvent pas tout dire pour l'instant. Mais effectivement, la chaire pour nous est vitale. On y est depuis le début. Hein. On y a adhéré dès le départ. Et le Living Lab est un fantastique lieu d'expérimentation parce que c'est une vraie petite maison. Il y a un vrai appartement avec toutes les pièces de vie qui peuvent voir le déroulé d'une action utilisateur, donc la chambre, la salle de bain, la cuisine, la terrasse, le garage, etc. Et on peut expérimenter toutes sortes de capteurs et toutes sortes de situations humaines pour justement avoir des mesures objectives et quantitatives dès que possible. Moi, j'adore tout ce qui est stats. Donc j'aime des mesures objectives et quantitatives du comportement humain, des réactions, des performances, de la compréhension utilisateur sur la base de tout un tas de technologies qu'on peut employer, qui soient des capteurs dans l'environnement, bien évidemment, et puis éventuellement des capteurs portés sur la personne si nécessaire. Et par algorithmie, on essaie d'en déduire un écart justement par rapport à un comportement attendu, une vitesse d'exécution d'une tâche par exemple. Si la vitesse est constamment et statistiquement significativement inférieure à la vitesse attendue, on peut en déduire des problématiques de perte d'autonomie par exemple. Ça fait partie des études qu'on a fait il y a quelques mois à l'IMRED et sur lesquelles, pareil, on aimerait bien aller plus loin parce qu'il y a vraiment de quoi commercialiser des solutions innovantes. Donc, en pratique, vous avez reçu des seniors, c'est ça, et vous les avez invités. Tout à fait, on les met en situation, tout à fait. Il y a plusieurs séries de tests. Hein. D'abord, on teste l'algorithme et les solutions avec du personnel sans pathologie particulière. Mais après, l'idée, c'est de pouvoir détecter des prodromes. Ce qu'on appelle des prodromes, c'est des signaux précoces de pathologies de type Alzheimer qui sont assez sournoises. Elles commencent à s'installer petit à petit et l'idée, c'est de détecter ces problématiques le plus tôt possible parce que plus tôt on s'en rend compte, plus tôt on met en œuvre des actions de correction, d'accompagnement, etc., etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir détecter par le biais de petits changements anodins, presque anodins dans la vie quotidienne du senior, des problématiques qui permettront d'accompagner la personne et limiter les effets néfastes des maladies neurodégénératives. Okay, donc ça, c'est l'importance, donc, pour reprendre un peu le concept et le travail de l'Audotix, ce qui met en évidence, c'est vraiment l'importance de la co-construction avec les utilisateurs. Totalement, comme disait Nodeus, la co-conception est fondamentale, sinon on va trop s'éloigner du réel, du terrain, des vrais besoins, des vrais usages, des vraies attentes du public. Parfait, merci. Alors, Claire Letertre, vous êtes chef de projet chez Leroy Merlin et plus particulièrement chez Leroy Merlin Source. Or, tout le monde ici connaît Leroy Merlin. Mais qu'est-ce que c'est Leroy Merlin Source? Merci Roberta. Alors Leroy Merlin Source, c'est le réseau de recherche de Leroy Merlin qui a été créé en 2005. Donc ça fait 20 ans que Leroy Merlin fait de la recherche, notamment en sciences humaines et sociales. Et on travaille avec des chercheurs en université, des chercheurs indépendants, des professionnels de l'habitat, qui sont sociologues, anthropologues, médecins, designers, architectes, urbanistes, ergothérapeutes, qui vont chez les gens, chez les habitants, pour les écouter sur des problèmes liés à l'habitat. Alors, pourquoi Leroy Merlin a-t-il décidé de se lancer dans cette activité de recherche que, comme tu viens de dire, elle fête cette année ses 20 ans? Eh bien, il y avait une préoccupation de comprendre en profondeur, finement, comment les habitants vivent chez eux, sur des problématiques liées à l'adaptation du logement vieillissement, sur la rénovation énergétique, sur plein d'autres sujets liés à l'habitat, pour avoir des prises de parole qui soient plus justes et plus pertinentes, parce que quand on s'adresse aux habitants, eh ben, il faut savoir comment ils vivent, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs difficultés, pour après leur proposer des solutions qui soient les plus pertinentes possibles. C'est aussi de pouvoir, grâce à la recherche, à s'ouvrir à un écosystème, parce qu'en fait, toutes les recherches qui sont réalisées par Leroy Merlin, on essaye de signer des partenariats de recherche avec des institutions publiques, des agences de l'État, des entreprises privées. On en a un certain nombre menés avec l'ADEME, avec l'AMNA, avec le ministère de la Transition écologique, mais aussi avec des entreprises telles que AG2R La Mondiale, Citeo,
Camif, Bouygues Immobilier par exemple. Et puis c'est vrai que ça donne aussi une autre image de l'entreprise qui n'est pas connue, parce que qui connaît dans la salle que Leroy Merlin fait de la recherche, sachant qu'en plus toutes les recherches qui sont menées sont disponibles en open source sur un site dédié qui est leroymerlinsource.fr, où tous les résultats de nos recherches sont disponibles et accessibles à tous. Donc, justement, quelles sont les recherches menées par Leroy Merlin dans le domaine de la silver economy? Alors, le sujet du vieillissement de la population et de l'adaptation du logement, c'est un sujet qui a été traité par Leroy Merlin Source depuis son origine, donc depuis 2005. On a plusieurs recherches qui ont été réalisées. Je vais juste vous en citer quelques-unes. La plus emblématique peut-être, c'est J'y suis, j'y reste, qui est une recherche psychosociale qui a été menée en partenariat avec AG2R La Mondiale, qui se décline en 3 volets documentaires de 52 minutes chacun, qui s'intéressent vraiment à savoir quelles sont les motivations des personnes âgées à rester chez elles le plus longtemps possible. Donc les 3 films sont disponibles sur leroymerlinsource.fr, et ça nous a vraiment permis de comprendre en profondeur pourquoi en fait les personnes âgées sont si attachées à leur logement. Ensuite, si je focus plutôt sur le sujet des objets connectés, on a mené une recherche avec Mélissa Asli-Petit sur les jeunes retraités et leur utilisation des objets connectés. Et puis, on a mené une recherche réalisée par le TASDA de Grenoble, qui était une recherche particulière sur les objets connectés installés au sein des logements des personnes âgées, dans le cadre d'une recherche européenne plus globale qui s'appelait Activage. D'accord. Et donc, quels sont les résultats de ces recherches, notamment pourquoi les jeunes retraités ou les personnes veulent rester chez elles, et les résultats des recherches sur les objets connectés? Alors, parmi les enseignements de toutes ces recherches, plus particulièrement sur les objets connectés, déjà on sait que le rapport au numérique, il est très hétérogène. Chez les retraités, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre du statut social, et puis ça va dépendre aussi du parcours professionnel des habitants, qui a une vraie influence sur l'utilisation et l'acceptation d'objets connectés dans le logement. Si les personnes âgées acceptent certains objets, c'est parce qu'ils remplissent une fonction utilitaire. Ça veut dire qu'ils vont répondre à un besoin bien particulier. Par exemple, le besoin de sécurité. Pour se prémunir, par exemple, du cambriolage, les habitants vont s'équiper d'alarmes connectées. Pour des raisons de santé, ils vont pouvoir s'équiper en montre, en balance connectée. Donc là, c'est vraiment d'avoir l'impression de contrôle sur leur santé ou sur leur vieillissement. Et puis, c'est aussi pour faire des économies d'énergie, donc dans une problématique de confort ou de gestion de la consommation. Et donc là, ils vont s'équiper plutôt de thermostats connectés ou de chauffage connecté. Ensuite, on a aussi la fonction symbolique, parce que les jeunes retraités particulièrement, qui vont être en quête de modernité, vont vouloir s'équiper d'objets parce que ça va être dans l'air du temps. Et ça va être aussi un moyen de s'affirmer socialement et de se distinguer de ceux qui vont plutôt être réfractaires. Et puis enfin, c'est aussi un formidable lien social, un moyen de rester en lien, en communication avec la famille qui peut être à distance. Et ça, on l'a particulièrement vu pendant les périodes de confinement. Donc ça, c'est le côté positif de motivation d'achat et d'équipement. Par contre, il y a aussi des freins et des difficultés d'usage liées à ces objets connectés. Un des premiers enseignements, c'est que parfois ces outils connectés, ces interfaces peuvent être jugées complexes, peu ergonomiques. Et là, les personnes âgées vont avoir le sentiment d'infériorité, d'électronisme et la peur que peuvent engendrer les pannes, les dysfonctionnements, le fait que certains objets soient peu interopérables entre les deux. Et donc, ils vont se sentir dépendants de la personne qui leur a expliqué, qui leur a installé. Et une fois qu'il y a une panne de l'électricité ou que l'objet tombe en panne, que les piles ne fonctionnent plus, il y a vraiment une peur liée à le fait que ça ne fonctionne plus, qu'ils vont devoir faire réintervenir d'autres personnes. Et ça, c'est ce que certains sociologues ont mis en évidence, c'est le stress résidentiel que ça va occasionner. Voilà. Donc, on a vu les côtés positifs, les freins, mais il y a aussi des détournements.
Oui, il y a beaucoup de détournements aussi quand on voit tous les capteurs qui peuvent être mis en place sous couvert de c'est pour rassurer les aidants, c'est pour détecter des comportements qui peuvent être synonymes de dégénérescence. Certaines personnes âgées vont mettre en place des détournements pour avoir plus de tranquillité et se dire en fait moi je veux rester chez moi, c'est aussi d'accepter la prise de risque. Et donc on a vu des personnes âgées qui par exemple s'il y avait une fourchette connectée pour inciter au bien manger, et pouvaient avoir 2 assiettes, l'une qui était celle du bien manger et l'autre qui était celle de plaisir, et donc ils pouvaient faire semblant de manger avec la bonne fourchette alors que eux manger avec l'autre. C'était pareil avec une canne connectée où il faisait venir un jeune qui disait vas-y je te donne 5 € et puis tu vas me faire le tour du quartier pour donner l'impression en fait que rassurer les aidants et dire oui en fait je continue de bien marcher. Voilà, il y a plein d'anecdotes en fait qui nous ont été témoignées sur les détournements possibles des personnes âgées qui sont aussi symptomatiques d'une bonne santé mentale de ces personnes. Et donc finalement, on s'est aussi penché sur les conditions d'acceptabilité pour que certaines technologies soient plus acceptées par les habitants. C'est finalement l'approche combinée. On n'installe pas de technique ou de technologie sans présence humaine. C'est à la fois d'expliquer, mais c'est aussi d'avoir une présence qui soit rassurante quand il y a un souci, quand il y a une panne, avec les services qui soient proposés. L'importance de l'humain en tant que tiers de confiance, c'est que la personne qui va m'installer les capteurs ou les objets connectés, c'est quelqu'un ou une institution en qui j'ai confiance. Je sais que les données qui vont être captées ne vont pas être utilisées à des fins commerciales. Et puis c'est aussi tout le sens que l'habitant va donner à l'utilisation de l'objet connecté, de la technologie. Et finalement, si la technologie est utilisée bien en amont de la survenue de la dépendance ou de la perte d'autonomie, c'est autant de chances qui sera donnée à l'outil pour perdurer une fois que la perte d'autonomie sera là. Donc, en pratique, il y a toute cette technologie qui se développe et qui devrait permettre le maintien à domicile ou la prévention, mais l'acceptabilité sociale, c'est toujours quelque chose qu'il faut considérer et que finalement, c'est plutôt... ça fait ressortir plus que la robustesse technologique, c'est vraiment plus la nécessité d'une communication, d'une transparence vis-à-vis de l'utilisateur pour qu'il puisse pleinement adopter la solution et pour que la solution puisse maintenir ses promesses. Parfait. Alors, merci. Nous avons donc parlé de technologie, capteurs, objets connectés, interface homme-machine, logement connecté. Et comme on a dit, ce qui est certain, c'est qu'il existe de réels besoins et que des solutions sont en cours de développement grâce à la chaire, à ses partenaires et aux startups et aux experts du secteur. Mais il est essentiel de ne jamais perdre de vue que l'humain est au centre. Et c'est comme on vient de dire, c'est à cette condition seulement que la technologie pourra réellement maintenir ses promesses. Vincent Meyer, donc, vous êtes sociologue à l'Université Côte d'Azur. Votre expertise est précieuse pour mener toutes les études d'acceptabilité sociale des technologies numériques comme celles réalisées avec Nodeus Solutions. Mais à présent, avec vous, nous allons sortir du champ technologique au sens des capteurs pour aborder un sujet complètement différent, celui de l'alimentation. Alors, nous le savons tous, le vieillissement peut entraîner des difficultés de mastication, de déglutition ou encore des situations de pathologie qui peuvent provoquer un handicap temporaire ou permanent, autant de facteurs qui modifient profondément notre manière de nous alimenter et qui entraînent la perte du plaisir de manger avec toutes ses conséquences. Donc, Vincent Meyer, vous vous intéressez à l'impression 3D alimentaire. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Merci Roberta, bonjour à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui nous prêtent attention pour cette table ronde. Alors, je travaille dans le cadre d'un projet ANR financé par l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle Deal for Hand, design alimentaire pour des personnes en situation de polyhandicap, mais ça concerne aussi beaucoup les personnes âgées dépendantes.
Alors, l'impression 3D alimentaire, il faut d'abord parler de l'impression 3D parce que je trouve qu'elle est injustement moins représentée que les autres technologies. Preuve en est, j'ai fait le tour des stands, je n'ai pas vu d'impression 3D ici pour ce festival. Donc, elle est moins médiatisée et pourtant, à l'instar d'une imprimante papier avec un logiciel de traitement de texte, celle en 3D peut confectionner différents objets à partir d'un programme informatique tout à fait classique. Donc nous, on s'intéresse à la dimension alimentaire, c'est-à-dire la fabrication additive, comprenez bien le terme, hein, c'est un processus d'assemblage de matériaux afin de fabriquer des objets à partir de données d'un modèle 3D habituellement fait par couche à couche, par opposition aux méthodes soustractives de fabrication. Donc, dans notre travail, nous étudions la fabrication de pièces comestibles fonctionnelles. Alors, c'est vrai que dans l'offre alimentaire que nous développons, notamment pour les personnes en situation de polyhandicap et les personnes âgées dépendantes, c'est notre public cible. Mais dans un proche avenir, peut-être, l'alimentation et les technologies numériques vont avoir un tout autre objectif, celui d'une hyper-personnalisation de cette alimentation, et ce qui va permettre sûrement de fournir des solutions alimentaires, remanger normalement d'un côté, mais surtout peut-être répondre à des fonctions et des besoins tout à fait spécifiques. Donc, en pratique, avec l'impression 3D alimentaire, vous recréez on va dire une pomme, une carotte, un petit pois, un steak. Donc, c'est quelque chose qui a l'apparence d'un aliment classique, mais qui a une texture compatible avec la pathologie du moment, c'est ça ? Voilà, alors tel que c'est présenté, ça peut faire peur, hein, alors que nous partons d'une alimentation tout à fait normale, mais qui est conçue différemment parce que on peut y associer différentes sources de nutriments qui sont en adéquation, comme je l'ai dit, avec des besoins spécifiques. Et nous ne parlons pas d'innovation, nous parlons de processus de rupture parce que finalement, ça ouvre sur des expériences culinaires, sur des saveurs, avec différentes fonctionnalités à laquelle nous ajoutons la dimension de santé. Et donc là, vous avez mené aussi une expérimentation sur le terrain. Oui, alors nous travaillons dans différents lieux ici, dans les Alpes-Maritimes, pour voir notamment cette question de l'acceptabilité sociale de cette imprimante, parce que ça quand même, il faut s'imaginer que nous parlons ici d'encre alimentaire qui n'est autre chose que l'alimentation classique que ces personnes mangent, mais qui est reformée, qui est redesignée, qui est retexturée pour qu'ils puissent effectivement manger autrement, c'est-à-dire l'adaptation des textures pour des personnes qui souffrent de troubles nutritionnels, troubles de la déglutition. C'est un développement tout à fait possible en termes d'alternatives, même si ça soulève encore beaucoup de controverses et surtout de représentations culturelles par rapport à l'alimentation. Parce que bientôt, entendez bien, hein, nous pourrons imprimer jusqu'à l'assiette que vous allez manger. C'est quoi, en fait, les évolutions futures? Quels sont les projets pour le futur? Alors, comme je l'ai dit, nous postulons qu'on va vers de l'hyper-personnalisation des aliments. Ça permet d'adapter précisément la production aux contraintes physiologiques spécifiques des personnes, notamment par la création d'aliments à partir de légumineuses, mais surtout de protéines animales qui répondent ainsi aux difficultés de mastication, parce que finalement, rester mobile sur ses deux pieds et pouvoir mastiquer et manger le plus longtemps, voilà au moins un élément qui nous permettra de vivre dans de bonnes conditions assez longtemps. Mais surtout, nous souhaitons accentuer la dimension hédonique. Parce que lorsqu'on va regarder dans les établissements d'accueil pour personnes âgées dépendantes ce qu'ils mangent, parfois c'est de la nourriture mixée, un brouet, etc. Voilà. Et donc, se dire qu'on va tous les jours manger la même chose, du mixé et du passé, peut finalement nuire au plaisir gustatif et sensoriel de l'acte mangé, jusqu'à ne plus donner envie
de manger. Et se redonner envie de manger, c'est pour nous aussi une perspective tout à fait importante. Alors pour le moment, l'imprimante que nous avons, elle est déjà commercialisée. Vous pouvez l'acheter. Si vous cherchez des idées cadeaux pour Noël, ça vaut 6 000 €. Voilà. Bon, mais elle est largement insuffisante actuellement pour nous. Nous essayons de travailler avec, mais c'est relativement difficile. Et l'un de nos projets va être de construire notre propre prototype à l'Université Côte d'Azur. Pour le moment, notre imprimante ne cuit pas. Mais dans l'avenir, et nous travaillons en coopération directe avec l'INRAE, notamment le laboratoire CAPA, qualité pour les produits animaux, voilà. Nous travaillons avec eux pour développer ce prototype qui non seulement va pouvoir faire toute forme d'impression, mais aussi aura un système radiatif, c'est-à-dire une cuisson laser qui nous permettra de cuire en même temps. Alors si pour le moment, effectivement, ce sont plutôt des personnes en situation de polyhandicap et des personnes âgées dépendantes qui sont concernées, permettez-moi de vous dire que demain, ça concernera tout le monde. Voilà. Et notamment, nous avons déposé un certain nombre de projets pour les enfants. Et c'est assez simple, finalement. Dessine-moi ce que tu veux manger, je peux te l'imprimer. Merci beaucoup Vincent pour cet exemple en fait de lien entre design alimentaire et les besoins de personnes. Alors, merci à toutes et à tous. Nous espérons que cette table ronde vous a donné envie de collaborer avec nous, de rejoindre notre écosystème et ou de nous soutenir. Donc, je cède maintenant la parole à Benjamin Serreur, directeur général de la Fondation Université Côte d'Azur, qui va vous parler un peu d'Université Côte d'Azur, de la Fondation, et aussi va nous dire comment rejoindre la chaire UX et soutenir la Fondation. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Alors on a en effet un petit peu parlé de l'université aujourd'hui, mais je vais me permettre de prendre une petite minute pour vous donner quelques éléments et vous parler de son écosystème. Université Côte d'Azur, c'est une université d'excellence en recherche, une université ambitieuse et jeune. Jeune puisque cette année, en 2025, elle fête seulement ses 60 ans. Alors ça peut paraître loin, mais pour une université dont certaines sont millénaires, c'est un temps finalement assez court. C'est une université tournée vers les entreprises, on le voit aujourd'hui, tournée vers les atouts du territoire. C'est une université qui est classée parmi les 10 meilleures universités en France. Elle bénéficie d'un label donné par l'État, un label Initiative d'Excellence. Elle bénéficie également d'un des rares clusters d'intelligence artificielle. Elle bénéficie également d'un pôle universitaire d'innovation qui nous permet d'accompagner nos chercheurs vers la création de start-up. Un élément encore par rapport à tout ça qui est important sur l'université, c'est le rapport Bigard qui a mis en avant en 2020 que la plus-value de l'Université Côte d'Azur est estimée à 1,9 milliard. Cette plus-value, c'est celle de nos chercheurs, celle de nos laboratoires. Nos laboratoires, nous en comptons 50. Nous avons plus de 1600 chercheurs impliqués pour 300 000 alumni, 32 000 étudiants à l'année, sans nationalité représentée. Et au travers de tout ça, c'est la fondation que nous avons créée en 2017 qui est notre catalyseur d'engagement. Depuis 2017, la fondation a mobilisé plus de 7 millions d'euros au travers du mécénat. 7 millions d'euros qui ont été redistribués dans des prix pour nos étudiants, des programmes scientifiques et des chaires. Des chaires comme vous les découvrez aujourd'hui. La chaire UX, justement, elle incarne parfaitement notre vision, celle d'associer les chercheurs, les étudiants et les entreprises pour inventer ensemble les nouvelles façons d'interagir, inventer les nouvelles façon de résoudre cette problématique de recherche. Elle illustre la collaboration entre les laboratoires de recherche, ceux d'Université Côte d'Azur, les entreprises mécènes qui partagent leurs problématiques et ouvrent des voies des expérimentations réelles et concrètes, et également la Fondation qui est là pour assurer ce maillage et ce cadre global. Ce type de chaire, c'est bien plus que de la philanthropie, c'est bien plus que du mécénat. C'est vraiment une rencontre entre les mondes. Une rencontre entre la recherche et le terrain, une rencontre entre la connaissance et l'expérience, voire même l'expérimentation, on en a parlé tout à l'heure, et une rencontre entre la rigueur académique, la rigueur de cette recherche et la vision entrepreneuriale, qui permet finalement à nos chercheurs, comme à nos entreprises, de réfléchir ensemble, et parfois un peu différemment, mais du coup, de trouver ensemble une solution qui n'était pas si évidente. En conclusion, Université Côte d'Azur et sa fondation partagent une même ambition, celle de créer des passerelles entre le savoir et l'action, entre les chercheurs et les entrepreneurs, entre l'université et la société. Et c'est surtout la volonté de faire rayonner les atouts du territoire
vos atouts. Alors pour rejoindre l'université et rejoindre la fondation, c'est très simple. Il suffit de se rapprocher de nous, de moi, tout de suite ou plus tard, et de rejoindre avec nous le fait de vouloir accompagner nos talents, nos étudiants, d'accompagner nos talents, nos chercheurs, et finalement de créer un écosystème au service du territoire et de ses atouts. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci.